Mes parents ont toujours vanté la famille parfaite de ma sœur, oubliant même l'anniversaire de mon fils. Aux 70 ans de ma mère, elle a porté un toast à mon beau-frère, le qualifiant de fils qu'elle a toujours voulu. Mais le discours de mon grand-père a tout changé. Je me souviens encore du moment exact où j'ai cessé de prétendre que tout allait bien. Je me tenais dans le salon de mes parents, tenant un cadeau d'anniversaire à moitié emballé pour mon fils et écoutant ma mère s'extasier sur la dernière réussite de la famille enfant prodige de ma sœur. Je m'appelle Nicolas. J'ai 41 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à me mordre la langue pour maintenir la paix. Je pensais que si je restais silencieux assez longtemps, il finirait par me remarquer, ou du moins remarquer mon enfant. Mais j'avais tort. Et le moment où j'ai finalement cessé de faire semblant a été le moment où tout a commencé à s'effilocher. En grandissant, ma sœur Claire était le fils et le reste d'entre nous était censé graviter autour d'elle. Elle avait 2 ans de moins que moi, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elle était née sous les projecteurs. Des notes parfaites, des leçons de violon, des récitals de ballet, des bourses, elle avait tout. Et chaque fois qu'elle réussissait, mes parents applaudissaient plus fort que quiconque. Ce n'était pas seulement de la fierté, c'était de l'obsession. Chaque photo dans la maison était de Claire. Chaque conversation à table revenait d'une manière ou d'une autre à Claire. Et si jamais j'osais mentionner quelque chose que j'avais fait, c'était soit écarté, soit comparé à la façon dont Claire l'avait fait mieux. Je pensais que lorsque nous grandirions et fonderions nos propres familles, les choses pourraient s'équilibrer. J'avais tort. Claire a épousé un avocat d'entreprise nommé Benoît, monsieur chemise polo et sourire pour la carte de Noël. C'était le genre de gars qui pouvait parler pendant 20 minutes sans rien dire. Leurs enfants s'appelaient Émilie et Gaspard et parlaient apparemment couramment le mandarin à 6 ans. Mon fils, Maxime, a 11 ans. Il est intelligent, gentil et obsédé par le dessin de personnages de jeux vidéo dans les marges de ses cahiers d'école. Il n'est pas flamboyant. Il n'est pas du genre à gagner des concours d'orthographe ou à devenir viral en jouant des solos de violoncelle sur TikTok. Mais il est à moi, et je prendrai un Maxime plutôt qu'une douzaine de vies filtrées sur Instagram de Claire n'importe quel jour. Mais mes parents ne l'ont jamais vu de cette façon. Ils appelaient la famille de Claire le pack parfait. Sans plaisanter. Ma mère avait un mug qui disait la meilleure mamie du monde. Et il était couvert de photos des enfants de Claire, mais pas une seule de Maxime. Elle a dit qu'elle n'avait pas une bonne photo de lui. Il avait 6 ans à l'époque. Au fil des ans, j'ai laissé passer les petites offenses, comme quand ils ont oublié d'inviter Maxime à la fête d'anniversaire de la fille de Claire, puis ont prétendu que l'évité avait dû aller dans les spams. Ou quand ils ont proposé d'aider à payer les leçons d'équitation d'Émilie, mais m'ont dit qu'ils étaient à court de fonds quand j'ai demandé de l'aide pour acheter un nouvel ordinateur portable à Maxime pour l'école. Ils ne le cachaient même pas. Mon père a dit un jour, eh bien, les enfants de Claire sont juste plus actifs dans les choses. Mais ce qui m'a vraiment mis les nerfs, c'est qu'ils ont oublié l'anniversaire de Maxime. Pas une fois, pas 2 fois, 3 ans de suite. La première fois, j'ai laissé passer. Peut-être étaient-ils occupés. La deuxième année, je leur ai rappelé une semaine à l'avance. Rien. Pas d'appel, pas de carte. Maxime n'a rien dit, mais je pouvais voir que ça l'avait blessé. La troisième année, je ne leur ai pas rappelé. Je voulais voir s'ils se souviendraient d'eux-mêmes. Ils n'ont pas. Ils m'ont appelé le lendemain pour se vanter du récital de piano d'Émilie. J'étais assis sur le canapé avec Maxime, mangeant des restes de gâteau et le regardant dessiner silencieusement un dragon sur sa tablette, quand j'ai décidé que j'en avais fini de trouver des excuses pour eux. Je n'ai rien dit à voix haute. Pas encore. Mais quelque chose a changé en moi. La partie de moi qui disait, ce n'est rien, il ne le pensait pas, sais-tu, remplacée par quelque chose de plus froid, de plus certain. Le coup de grâce est venu quelques mois plus tard quand ma mère a eu 70 ans. Claire a organisé une immense fête, loué une salle, traiteur, bar ouvert, diaporama de souvenirs de famille. Maxime et moi étions assis à une table à l'arrière, à côté du porte-manteau. J'ai compté 14 photos de la famille de Claire dans le diaporama. 2 de mes parents dans leur jeunesse. Pas une seule de moi ou de Maxime. Pourtant, j'ai gardé le silence. Maxime jouait tranquillement sur sa Switch, et je ne voulais pas lui gâcher la soirée. Mais ensuite sont venus les toasts. Claire s'est levée la première et a fait tout son monologue émotionnel. Comment maman était sa meilleure amie.
Comment elle n'aurait pas pu élever des enfants aussi incroyables sans ses conseils? Comment Benoît avait l'impression d'avoir décroché le gros lot avec une belle-mère aussi généreuse? Il y a eu des larmes, des applaudissements, des tintements de verre. J'ai souri poliment. Je pensais que c'était la fin. Puis ma mère s'est levée. Elle a remercié tout le monde d'être venu. Elle a fait quelques blagues. Puis elle a regardé directement Benoît et a dit « Tu es le fils que j'ai toujours voulu ». Je me suis figé. Il y a eu une vague de rire gêné, mais ma mère n'a pas esquissé un sourire. Elle le pensait. J'ai regardé autour de la pièce, m'attendant à ce que quelqu'un, n'importe qui, réagisse. Claire a souri. Benoît a eu l'air timide. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation. Personne n'a même jeté un coup d'œil à moi. J'ai baissé les yeux vers Maxime, qui avait relevé sa capuche et faisait semblant de ne pas avoir entendu, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer. J'ai senti ma gorge se nouer. Et puis, avant que je ne puisse même me lever ou dire un mot, il y a eu un fort tintement. Mon grand-père, Antoine, le père de ma mère, 93 ans, aussi vif que jamais, avait posé son verre et lentement repoussé sa chaise. Il s'est levé, les yeux fixés sur ma mère, et a prononcé une seule phrase qui a coupé le souffle à toute la pièce. Le silence est tombé, si épais qu'on pouvait entendre le craquement des articulations de mon grand-père alors qu'il se dressait de toute sa hauteur. Pour un homme bien au-delà de 90 ans, il avait toujours de la prestance. Le dos droit, la voix claire, un regard sans concession qui faisait même les gens les plus arrogants se tenir plus droit. Tous les yeux étaient sur lui alors qu'il pointait son doigt noueux vers ma mère et disait « Ça suffit, Eliane. Tu as déjà un fils, mais tu as passé ta vie à faire comme si tu n'en avais pas. » Je n'ai pas bougé. Personne n'a bougé. C'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Claire a semblé stupéfaite une fraction de seconde avant d'adresser un sourire nerveux aux invités comme pour dire « Oh, grand-père et ses vieilles histoires », mais personne n'a ri. Pas cette fois. Le visage de ma mère a tressailli. Une part de confusion, une part d'offense, comme si elle ne pouvait pas décider si elle devait se défendre ou faire comme si c'était une blague. Grand-père Antoine ne s'est pas rassis. Je t'ai observé pendant 40 ans, dit-il. 40 ans à écarter ton premier-né parce qu'il n'était pas assez brillant. 40 ans à exhiber Claire comme un trophée et à agir comme si Nicolas était l'enfant d'un étranger. Tu veux appeler Benoît ton fils? Très bien, mais ne fais pas semblant que cela n'a pas un coût. Ce garçon, il pointa directement Maxime, qui avait maintenant baissé sa capuche et regardait avec de grands yeux, c'est ton petit-fils, et si tu ne peux pas te souvenir de son anniversaire, alors tu ne mérites pas d'être appelé sa grand-mère. Ma mère a ouvert la bouche pour parler, mais grand-père Antoine la coupa d'un léger mouvement de la main comme si l'affaire était réglée, et d'une certaine manière, elle l'était. Il s'assit. Pas d'applaudissements, pas de halètement, juste le raclement gêné des couverts et quelques personnes toussant dans leurs serviettes. Je pouvais sentir Claire me brûler des trous dans le crâne de l'autre côté de la pièce. Benoît sirotait son vin comme si rien ne s'était passé. Et ma mère, elle semblait plus vieille à ce moment-là qu'elle ne l'avait jamais été. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle prenait son verre et portait un toast à la famille avec une joie forcée. Sa voix un octave trop haute. Personne ne leva son verre. Après cette nuit, tout a craqué. Pendant quelques semaines, ce fut le silence. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents. Pas d'appel, pas de texto. Maxime a demandé si grand-mère était en colère contre nous, et je lui ai dit la vérité. Peut-être, mais ce n'est pas ta faute. Il a hoché la tête et est retourné dessiner sa scène habituelle, un chevalier de dessin animé aux cheveux hérissés combattant un dragon 2 fois plus grand que lui. Il l'a intitulé « Chevalier contre le grand mensonge de Bernie ». Les vacances sont arrivées. Claire a accueilli comme toujours. Je n'ai pas été invité. Mes parents sont allés, bien sûr. J'ai vu les photos sur Facebook. Tout le monde en pyjama à carreaux assortis. Benoît tenant un verre de vin comme un roi. Émilie jouant du violon devant un arbre géant. Ma mère radieuse, les bras autour de Gaspard et Claire. Maxime et moi avons passé Noël à regarder de vieux films et à faire des biscuits qui ont brûlé sur le fond. J'ai proposé de l'emmener faire de la luge, mais il a secoué la tête et a dit qu'il ne voulait pas sortir. Restons juste ici. J'aime quand c'est juste nous. Il ne l'a pas dit directement, mais je savais qu'il se cachait de la déception. Début janvier, j'ai reçu un appel de Claire.
J'ai fixé l'écran longtemps avant de répondre. Je ne voulais pas lui parler. Pas après tout ça, mais quelque chose m'a dit de décrocher. « Salut, Nicolas », dit-elle de cette voix qu'elle utilise quand elle fait semblant d'être chaleureuse. « Je voulais juste te prévenir. Maman envisage de réviser le testament. Elle est contrariée depuis la fête. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de vouloir inclure Maxime et Nimor. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais trop abasourdi. Le testament? Nous n'en avions jamais discuté. Je ne me souciais pas de l'argent, mais l'idée qu'elle irait jusqu'à retirer mon fils juste parce que mon grand-père l'avait interpellé. Elle reconsidère tout, continua Claire, baissant la voix comme si elle me rendait service. Benoît et moi avons essayé de la raisonner, mais tu sais comment elle est. Je voulais crier. Claire faisait semblant d'être neutre, comme si elle ne me regardait pas avec jubilation me faire évincer, comme si elle n'avait pas passé des décennies à laisser maman faire exactement la même chose sans jamais prendre ma défense. Je me fiche du testament, dis-je finalement. Dis à maman qu'elle peut tout vous laisser. J'espère que ça vous tiendra chaud la nuit. Il y eut une pause. Eh bien, dit-elle, ne s'attendant clairement pas à ça. D'accord, je pensais juste que tu devais savoir. Elle raccrocha sans dire au revoir. Je pensais que ce serait la fin, mais ça ne l'a pas été. 2 semaines plus tard, Maxime est rentré de l'école plus silencieux que d'habitude. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Il a haussé les épaules et a dit « ça va ». Puis il est allé dans sa chambre sans même demander sa collation habituelle après l'école. Je lui ai laissé de l'espace, pensant qu'il était peut-être fatigué. Mais 1 heure plus tard, je l'ai trouvé assis sur son lit, fixant sa tablette, les poings serrés. Il me l'a tendue sans dire un mot. C'était une photo de groupe de la fête d'anniversaire d'Émilie, un grand événement en plein air avec une mini-ferme et un magicien. Les camarades de classe de Maxime étaient là, quelques-uns de ses professeurs, Claire, mes parents, Benoît, portant un chapeau de forme ridicule comme s'il était l'animateur d'une émission de télévision pour enfants. Maxime n'était pas sur la photo parce qu'il n'avait pas été invité. C'est ce qui m'a brisé. Pas la photo, pas l'exclusion, pas même le fait que mes parents y aient assisté et ne l'aient jamais mentionné. C'était l'expression sur le visage de Maxime, comme s'il n'était plus surpris. Juste tranquillement résigné. « Tu voulais y aller ?» ai-je demandé doucement. Il n'a pas répondu, il a juste haussé les épaules très légèrement. Comme si même répondre à cela aurait été une perte d'effort. Cette nuit-là, je suis resté éveillé pendant des heures, fixant le plafond. Mon esprit courait avec chaque offense, chaque insulte. Chaque fois que j'avais ravalé ma fierté pour maintenir la paix familiale. Et pourquoi faire? Pour être traité comme une note de bas de page. Pour regarder mon fils grandir en pensant qu'il n'avait pas d'importance. J'ai pris une décision. Plus de gentillesse. Plus de seconde chance. S'ils voulaient de la distance, je la leur donnerais. Mais pas en silence, pas passivement. Ils le sentiraient. Et il n'a pas fallu longtemps pour que l'occasion se présente. En mars, ma mère m'a appelé à l'improviste. « Nicolas, dit-elle, nous prévoyons un voyage en famille cet été en Italie. Nous pensons à la Toscane, peut-être Florence. Benoît a un contact qui peut nous trouver une villa. Ce sera une affaire de famille complète. Ta sœur veut vraiment que tout le monde soit là. » J'ai fixé le mur, essayant de comprendre si c'était une blague. Elle a continué, « Nous aimerions que Maxime vienne. Claire dit que Gaspard lui manque. » J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un rire aigu et amer qui l'a pris au dépourvu. Oh, maintenant Gaspard lui manque, après qu'ils aient oublié son anniversaire et l'ait laissé de côté de la fête d'Émilie? Il y eut un silence. Eh bien, ce n'était pas intentionnel. Claire ne pensait pas que Maxime serait à l'aise parce qu'il n'était même pas invité. Ma mère soupira et soudain j'entendis la défensive se glisser à nouveau. « Ne fais pas tout un plat, Nicolas. Nous essayons de t'inclure maintenant. Ne sois pas difficile. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce que c'était. Pas des excuses, pas un rameau d'olivier. Ils avaient besoin d'une photo de famille complète pour le voyage à la villa. Quelque chose à poster en ligne. Quelque chose pour prouver que nous étions toujours une grande famille heureuse. Et Maxime et moi n'étions que des accessoires. Des accessoires, pas des personnes.
J'y penserai, dis-je froidement. Fais-moi savoir les dates. J'ai raccroché. C'est à ce moment-là que l'idée a commencé à prendre forme. Un plan. Pas une vengeance. Pas exactement, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose qui les ferait voir. Quelque chose qu'ils ne pourraient pas ignorer. Et je savais exactement comment commencer. Mais d'abord, je devais appeler mon grand-père Antoine parce qu'il se souvenait des anniversaires et il se souvenait de la vérité et il se souvenait de ce que ma mère aurait préféré oublier. Je n'ai pas tout dit à Maxime. Pas encore. Il était trop jeune pour porter le poids de tout cela et je ne voulais pas qu'il grandisse amer juste parce que les gens qui étaient censés l'aimer le plus ne pouvaient pas voir ce qu'ils avaient. Mais je lui ai dit que nous ne verrions pas grand-mère et grand-père Antoine pendant un certain temps. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste hoché la tête et est retourné dessiner un robot chevalier protégeant un petit garçon d'un dragon fait de feu et de touches de piano. Je n'avais pas besoin de demander ce que cela signifiait. Après cet appel avec ma mère, j'ai arrêté de répondre. Les emails, les textos, les messages vocaux, ils se sont accumulés et je les ai laissés. J'ai mis en sourdine la conversation de groupe familial. J'ai ignoré les messages passifs-agressifs de Claire, juste pour prendre des nouvelles, et pour la première fois de ma vie, j'ai cessé de me justifier. Le silence a semblé étrange au début, comme s'éloigner d'une maison en flammes et réaliser que la chaleur ne vous touche plus. Mais lentement, cela a commencé à ressembler à la paix. Pourtant, ce n'était pas facile. Le point le plus bas est arrivé en avril quand Maxime est rentré de l'école et m'a tendu un prospectus froissé au fond de son sac à dos. « Papa, dit-il, il y a ce concours d'art, mais ça coûte de l'argent pour y participer, alors peut-être que nous ne pourrons pas. » J'ai déplié le papier. C'était un concours régional pour les élèves de collège. Le premier prix était une bourse complète pour un programme d'été à l'Académie des arts locales, le rêve de Maxime, mais les frais d'inscription étaient de 95 $ et la liste de fournitures comprenait des choses comme des marqueurs professionnels et des planches d'illustration. J'ai regardé autour de notre appartement. Le loyer avait encore augmenté. Mon travail de concepteur web indépendant payait les factures, mais à peine. Quelques clients avaient disparu sans payer les factures, et je n'avais pas eu de nouveau contrat depuis plus d'un mois. Le réfrigérateur avait besoin d'être rempli. Maxime avait grandi et ses baskets étaient trop petites. Et la voiture faisait un bruit que je ne pouvais pas me permettre d'investiguer. J'ai posé le prospectus. « Laisse-moi trouver une solution », lui ai-je dit. « Nous y arriverons. » Il a hoché la tête, silencieux comme toujours. Mais je pouvais le voir. La lueur d'espoir, la partie de lui qui voulait encore croire que parfois les choses pouvaient s'arranger. Cette nuit-là, je me suis assis devant mon ordinateur avec une boule au ventre. J'ai fouillé dans de vieux fichiers, des maquettes, des modèles, tout ce que je pouvais emballer et vendre. J'ai mis en vente un lot de design sur un marché numérique. Je suis resté debout jusqu'à 3 heures du matin pour réécrire mon CV. J'ai mis à jour mon profil LinkedIn pour la première fois en 2 ans. J'ai postulé à cette offre d'emploi et envoyé 5 emails de prospection à des clients potentiels. C'était comme jeter des pierres dans un canyon. Mais une semaine plus tard, quelqu'un m'en a renvoyé une. Un gars nommé Thierry, d'une start-up technologique de taille moyenne, a répondu à l'une de mes propositions à froid. Il a dit qu'ils avaient besoin d'une refonte complète de leur tableau de bord client. Délai serré, budget serré, mais un salaire décent. Je l'ai accepté immédiatement. Sans hésitation. Pendant les 3 semaines suivantes, je me suis enterré dans le travail. Matin avec Maxime, après-midi à concevoir, soirée à réviser des maquettes, nuit à faire des révisions jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Je dormais peut-être 4 heures par nuit, buvais trop de café et me nourrissais de sandwichs au beurre de cacahuètes. Mais à la fin, j'ai livré quelque chose dont j'étais fier, et plus important encore, j'ai été payé. Pas une fortune, mais assez. Maxime a participé au concours d'art. Nous avons acheté les marqueurs, les planches, payé les frais d'inscription. Il a travaillé sur son œuvre tous les jours après l'école, la langue entre les dents, un casque sur les oreilles, ultra concentré. Je n'ai pas regardé avant qu'il n'ait fini. Quand il me l'a finalement montré, j'ai dû m'asseoir. C'était une seule image, un garçon sur une petite île faite de briques et de cartes mémoire, tenant un crayon comme une épée. Autour de lui tourbillonnait une mer de dragons faits de feuilles de calcul, d'horloges brisées et de cadres photos vides.
Au-dessus de lui planait une figure sombre aux dents acérées portant une couronne faite de touches de piano. Le garçon n'avait pas peur. Il dessinait le monde en quelque chose de nouveau. Je l'ai regardé longtemps avant de dire, c'est incroyable. Maxime a juste haussé les épaules. C'est ce que je ressens. Il n'a rien dit de grand-mère ou de Claire. Il n'avait pas besoin de le faire. La même semaine, j'ai reçu une deuxième offre d'emploi. Celle-ci à temps plein, une agence de marketing recherchant quelqu'un pour diriger son équipe UI/UX. Avantage à distance, horaire stable. Ils aimaient mon travail récent avec Thierry. Voulaient offrir un contrat de 6 mois pour commencer avec des possibilités d'évolution. J'ai failli pleurer quand j'ai signé les papiers. Pour la première fois depuis des années, les choses semblaient possibles. J'ai commencé à me lever plus tôt. Je préparais de vrais petits déjeuners au lieu de céréales. J'emmenais Maxime le week-end, dans les musées, les friperies, les magasins de bande dessinée. Nous ne parlions pas beaucoup de la famille. Mais lentement, il a commencé à sourire davantage, à rire de mes mauvaises blagues à nouveau, à me montrer ses croquis avant de les finir, à me demander de le regarder dessiner. J'avais l'impression de retrouver mon fils. Pas la version silencieuse et réservée que j'avais appris à accepter, mais celle qui sautait sur le canapé et narrait des batailles imaginaires avec des soldats en jouets. Puis les résultats du concours sont arrivés. Maxime n'a pas gagné la première place. Il a gagné le Grand Prix. Il a obtenu la bourse et une mention supplémentaire dans le magazine d'art régional. Son école a fait une annonce. Sa professeure d'art a pleuré. Je suis allé le chercher ce jour-là et il a couru vers moi comme s'il avait 6 ans à nouveau, il a jeté ses bras autour de mon cou et a murmuré, « Je crois que je suis vraiment bon à quelque chose. » Je l'ai serré plus fort que je n'aurais dû et lui ai chuchoté en retour, « Tu l'as toujours été. » Cette nuit-là, alors que je rangeais le dîner, mon téléphone a vibré. C'était Claire. Pour la première fois depuis des mois, son message était court. Maxime a-t-il vraiment gagné ce concours? Maman panique. J'ai fixé l'écran pendant longtemps. Non pas parce que j'étais surpris, mais parce que cela confirmait ce que je savais déjà. Ils n'avaient pas changé. Pas vraiment. Ils n'ont pas appelé pour féliciter Maxime. Ils n'ont pas envoyé de message pour s'excuser d'avoir ignoré son anniversaire. Ils ont pris contact parce que quelqu'un d'autre l'avait loué, parce que son succès se reflétait soudainement sur eux. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé mon grand-père Antoine. Il a décroché à la deuxième sonnerie. « Nicolas, dit-il, j'ai vu l'article. » Fier? Plus que je ne peux le dire. Il a ri. Je savais que ce garçon avait ça en lui. Il a ton feu et l'entêtement de ta mère, mais le bon genre. Nous avons parlé pendant 1 heure d'art, de famille, de mémoire, de chagrin et d'héritage. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Parfois, dit-il, quand les gens te montrent qui ils sont, ce n'est pas une tragédie, c'est un cadeau. Maintenant, tu sais où arrêter de verser ton amour. Je suis resté avec cela longtemps. Le lendemain, j'ai envoyé un email au coordinateur du voyage en Italie. Claire m'avait ajouté il y a des mois, pensant que nous allions y assister. J'ai écrit un message poli mais ferme. Maxime et moi ne participerons pas. Veuillez nous retirer de toute communication future. Nous vous souhaitons le meilleur. Je n'ai pas eu de réponse, mais 1 semaine plus tard, ma mère m'a enfin appelé. Elle a laissé un message vocal. Sa voix était tendue, cassante. Nicolas, j'ai vu le magazine. C'est bien. Très bien. Je ne comprends juste pas pourquoi tu nous coupes les ponts. Tu es dramatique. Ta sœur a toujours essayé de t'inclure. Benoît dit, eh bien, ça n'a pas d'importance. Mais ça a assez duré. J'espère que tu reconsidéreras. Je n'ai pas reconsidéré. Et ce silence, c'est devenu ma liberté. J'ai été promu 3 mois après le début du contrat. Maxime a commencé à écrire un roman graphique. Nous avons encadré son œuvre du concours et l'avons accroché dans le couloir. Chaque fois que je passais devant, je sentais quelque chose dans ma poitrine se relâcher, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années et que j'apprenais enfin à respirer à nouveau. Puis en juin, j'ai reçu une invitation. Le 94e anniversaire de mon grand-père Antoine. Un barbecue dans le jardin. Pas de RSVP requis.
Venez juste si vous le pouvez. J'ai hésité à y aller. Maxime, ai-je dit, nous devrions y aller. Grand-père Antoine a été le seul à prendre notre défense. Alors, nous sommes allés et c'est là que le chapitre suivant a commencé. Parce que quand nous sommes arrivés, Maxime dans une chemise boutonnée qu'il détestait, portant une carte faite à la main, tout le monde s'est tourné pour nous regarder. Non pas avec moquerie, non pas avec pitié, mais avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. De la reconnaissance. Le genre qui vient quand quelqu'un réalise que la personne qu'il pensait resterait à terre se tient plus haute que jamais. Et quelque part derrière le grill, j'ai vu Benoît faire une pause, pince à la main, son sourire vacillant. La mâchoire de Claire s'est serrée, et ma mère, assise à la table d'honneur dans sa blouse florale habituelle, est devenue pâle en regardant Maxime tendre la carte à grand-père Antoine et recevoir un câlin serré et larmoyant en retour. Entrer dans le jardin de mon grand-père, Antoine, c'était comme monter sur la scène d'une pièce dont le scénario avait été inversé sans prévenir. Pour la première fois depuis des années, je n'appréhendais pas une réunion de famille. Je ne me préparais pas aux compliments déguisés, au sourire forcé ou à l'exclusion subtile qui se faufilait toujours dans les conversations comme la moisissure. Non, cette fois, j'ai marché avec Maxime à mes côtés, la tête ôtée le silence de notre côté. Les réactions ont été tout ce que j'attendais et plus encore. Claire fut la première à nous voir. Elle était près de la table des desserts, tenant une assiette avec 3 triangles de barres au citron soigneusement coupés, riant avec une de ses amies de yoga. Au moment où elle aperçut Maxime et moi, son rire s'éteignit à mi-chemin. Elle ne bougea pas, ne fit pas de signe, se contenta de cligner des yeux et d'incliner la tête comme si elle ne pouvait pas tout à fait comprendre ce que nous faisions là. Benoît se tourna ensuite, à mi-gorgée de sa bière artisanale, et sa réaction fut presque comique. Ses sourcils se levèrent comme s'il avait vu un fantôme, et ses lèvres formèrent une ligne serrée alors qu'il marmonnait quelque chose à Claire. Je n'entendis qu'un seul mot, gênant. Parfait. Ma mère était assise sous un grand auvent blanc, entourée de ce que je ne pouvais décrire que comme sa cohorte triée sur le volet de parents fidèles. Les mêmes qui avaient reposté chaque photo de famille Pâques parfait au cours de la dernière décennie. Elle ne se leva pas quand nous approchâmes. Elle ne sourit pas. Elle ne me regarda même pas dans les yeux. Maxime et moi passâmes juste devant eux. Nous allâmes directement voir grand-père Antoine. Il était aux commandes du grill, portant un tablier qui disait « Vieux mais dangereux » en lettres rouges vives et tenant une spatule comme une épée. Quand il vit Maxime, son visage s'illumina d'un sourire si large qu'il me fit mal à la poitrine. Ils se tapèrent dans la main comme de vieux coéquipiers et se serrèrent dans les bras comme s'ils ne s'étaient pas vus quelques semaines auparavant. « Vous êtes venu, dit grand-père Antoine, me tapant dans le dos. Je n'étais pas sûr que vous en auriez envie. Non, dis-je, mais Maxime l'a voulu. Cela me valut un clin d'œil. Garçon intelligent. Nous sommes restés près de grand-père Antoine la majeure partie de l'après-midi, aidant avec la nourriture, évitant le groupe principal de chaises pliantes où les ragots coulaient comme du thé sucré. Maxime a distribué des hamburgers. J'ai rempli les verres. J'ai surpris quelques personnes nous lançant des regards étranges. Non pas hostiles, juste curieux. La même façon dont les gens regardent un puzzle auquel il manque une pièce. Finalement, Claire s'approcha. Ses talons claquaient sur le patio alors qu'elle s'avançait, tenant une assiette en carton de brochettes de fruits comme une offrande de paix. Elle sourit comme si elle s'était entraînée devant le miroir. « Salut, dit-elle trop gaiement. Je ne m'attendais pas à te voir ici. » De même, répondis-je. Elle fit un geste vers Maxime. Il est devenu si grand. Il a 11 ans. On dirait qu'hier encore nous étions tous chez maman pour Noël. Tu te souviens de cette année où il a eu le petit robot? Je ne répondis pas. C'était la même année où ils avaient encore oublié son anniversaire. Claire regarda autour d'elle, sa voix baissant. Écoute, maman est un peu contrariée. Depuis la fête, elle a l'impression que tu la laisses de côté. Je sirotai ma boisson et attendis. Elle essaie, dit Claire. Je sais que ça n'en a pas toujours l'air, mais elle. Non, coupai-je. Essayer, ce serait décrocher le téléphone pour s'excuser. Essayer, ce serait se souvenir du nom de son petit-fils sur un formulaire scolaire. Essayer, ce serait agir comme s'il existait quand elle parle de sa famille aux gens. Les lèvres de Claire se pressèrent en une fine ligne. Tu déformes toujours les choses, Nicolas. Tu ramènes tout à toi.
Cela me piqua, mais seulement un instant, car je réalisais quelque chose en l'entendant. Elle ne me voyait plus. Pas vraiment. J'étais juste un personnage dans son récit parfait, un qu'elle pouvait rejeter quand cela devenait inconfortable. Je souris. Ravi de te voir, Claire. Et je m'éloignai. Plus tard dans la nuit, après que les invités eurent commencé à partir et que les guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus, grand-père Antoine m'appela sur le côté du jardin où il gardait son vieil abri à outils. Il s'appuya contre lui, les bras croisés, une lueur dans les yeux. « Tu es prêt ?» demanda-t-il. Je clignai des yeux. « Pourquoi ?» Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite enveloppe Kraft. « Pour faire quelque chose à ce sujet. » J'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une copie de l'acte de fiducie de mon grand-père Antoine. Mis à jour 2 mois plus tôt. « Je vous laisse la maison du lac, à toi et Maxime, dit-il. Claire pense qu'elle l'aura. Ta mère suppose qu'elle sera transmise à Benoît pour les enfants, mais j'ai d'autres projets. » J'ai failli laisser tomber les papiers. Quoi? Il rit. Tu l'as mérité. Et je veux que Maxime ait un endroit qui ressemble à une maison, pas à une toile de fond pour photo. Mais pas de mais. J'ai déjà dit à mon avocat. C'est inattaquable. Ne dis rien tant que je ne suis pas parti. Je veux voir leur visage quand la vérité éclatera. Je le regardais, sans voix. C'est alors que je réalisais que ce n'était pas seulement une maison. C'était un symbole d'héritage, de respect, du fait que quelqu'un m'avait vu, choisi, fait confiance, et soudain j'avais quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. Un levier. À partir de ce moment-là, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Ce n'était pas la vengeance que je cherchais. Pas exactement. Je n'allais pas incendier leur vie ni saboter leur réputation. Ce serait trop facile et trop évident. Ce que je voulais, c'était quelque chose de plus calme, de plus lent. Le genre de changement qu'ils ne remarqueraient pas avant qu'il ne soit trop tard. J'ai commencé petit. Quelques semaines après le barbecue, j'ai inscrit Maxime à une exposition d'art communautaire. Rien de grand, juste une galerie locale organisant une soirée d'art pour les jeunes. Mais j'ai invité une partie de la famille élargie. Pas ma mère ou Claire, juste les cousins. Ceux qui avaient toujours l'air un peu mal à l'aise lors des grands événements familiaux. Ceux qui avaient des enfants de l'âge de Maxime mais n'étaient jamais invités aux sorties du Pack parfait. Ils sont venus. Ils ont amené leurs enfants. Ils ont vu le travail de Maxime et s'en sont extasiés. Ils ont pris des photos, m'ont tagué sur Facebook. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message de ma cousine Lydie. Je ne savais pas que Maxime était si talentueux. Nous devrions faire plus de choses ensemble. Claire a toujours fait croire qu'il était timide ou désintéressé. Ce fut la première fissure dans le mur. La deuxième est venue lorsque j'ai finalement accepté une invitation à un brunch entre cousins. J'ai amené Maxime. Je n'ai pas mentionné Claire, mais j'ai raconté une histoire sur le camp d'art de Maxime, à quel point j'étais fier, sur la victoire au concours et le prochain salon de la bande dessinée. J'ai parlé avec chaleur, avec fierté, et sans amertume. Et les gens ont écouté. Ils ont vu. Puis j'ai commencé à contacter les frères et sœurs de ma mère, mes oncles et tantes, partageant des nouvelles de grand-père Antoine, proposant d'aider à coordonner ses soins, donnant des nouvelles réfléchies sur les réalisations de Maxime. Pas de vantardise, juste des faits. Mais des faits qu'ils n'avaient pas entendus de Claire ou de ma mère, parce que ces histoires ne correspondaient pas au récit du Pack parfait. Ce fut un processus lent, mais cela a fonctionné. L'attention de la famille a commencé à se déplacer. Pas entièrement, pas d'un coup. Mais le sort que Claire avait jeté s'affaiblissait. Et à travers tout cela, je n'ai jamais confronté ma mère, jamais exigé d'excuses, jamais accusé de quoi que ce soit. J'ai juste avancé avec détermination, tranquillement, jusqu'à ce que le mois d'août arrive et avec lui une invitation. Ma mère organisait un dîner de famille formel dans la maison du lac, la même maison que grand-père Antoine m'avait discrètement transférée par son acte de fiducie. Ce devait être une soirée élégante, disait-elle. Seulement la famille, une célébration de l'héritage et des valeurs. J'ai montré l'invitation à Maxime. Il leva les yeux vers moi. On y va? J'ai souri. Oh, on y va. Parce que maintenant j'avais un plan.
La soirée du dîner patrimonial arriva avec le genre d'humidité de fin d'été qui rend même les vêtements en lin et les gants lourds. Maxime et moi nous sommes habillés simplement. Rien de flamboyant, juste des chemises boutonnées propres et des pantalons repassés. Je ne voulais pas me démarquer par ce que je portais. Je voulais me démarquer par ce qui allait se passer. Et croyez-moi, quelque chose allait se passer. Alors que nous approchions de la maison du lac, le soleil plongeait derrière l'eau, projetant de longues traînées dorées sur la surface. L'endroit était magnifique, comme une carte postale. Porche peint, chaises à bascule, guirlandes lumineuses scintillantes comme si la maison elle-même retenait son souffle. Il ne m'échappa pas que bientôt, légalement, cet endroit serait à moi. Je gara la voiture. Maxime laissa échapper un petit souffle et serra sa prise sur la carte d'anniversaire qu'il avait faite pour grand-père Antoine la veille. « Tu es prêt ?» lui demandai-je. Il hocha la tête. Oui. À l'intérieur, la maison bourdonnait de conversations. Toute la famille élargie était là. Cousins, tantes, oncles, des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Claire et Benoît étaient au milieu de la pièce, saluant les parents comme s'ils étaient de la royauté. Ma mère était postée près de la cheminée, vêtue d'une robe bleu marine profond et serrant un verre de vin comme une reine prête à émettre des décrets. Quand elle me vit, son expression vacilla entre surprise et irritation. « Eh bien, dit-elle, tu es venu. »« Nous avons été invités, dis-je. » Ses lèvres tressaillirent. « Bien sûr, la famille est la famille, n'est-ce pas ?» Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Nous prîmes tous place autour d'une immense table à manger, le genre que l'on ne sort que lorsque l'on veut impressionner les gens. Benoît s'assit à côté de ma mère, affichant son sourire travaillé. Claire prit place en face de moi, le menton légèrement relevé comme si elle attendait d'être admirée. Maxime s'assit à côté de moi, tripotant tranquillement sa serviette. Lorsque les serveurs, oui, de vrais serveurs, apportèrent le premier plat, ma mère se leva pour faire son discours. Elle frappa son verre avec le dos d'une cuillère. Avant de commencer, je tiens à remercier tout le monde d'être ici ce soir. La famille compte tellement pour moi, et avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense qu'il est important d'honorer nos racines. Je voyais où elle voulait en venir. Elle avait fait cela à des dizaines de rassemblements. Un grand monologue sur l'héritage, la tradition, les valeurs, et toujours se terminant par une ode sentimentale à Claire et à sa famille parfaite. Ma mère continua, cette maison est là depuis des générations. C'est un symbole de ce que notre famille a construit. Et ce soir, je veux reconnaître les personnes qui continueront cet héritage. Je sentis Maxime bouger à côté de moi. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il pouvait sentir la tension de la même manière que les animaux sentent les tempêtes. Ma mère sourit, levant son verre vers Claire et Benoît. Ces deux-là ont été une telle source de fierté pour moi. La façon dont ils élèvent leurs enfants, la façon dont ils nous rassemblent tous. Quelques applaudissements polis, un jour, quand cette maison sera transmise, je sais qu'elle sera entre les meilleures mains possibles. Cela fit l'affaire. Mon grand-père Antoine, assis au bout de la table, abaissa sa fourchette. Lentement, délibérément, il se racla la gorge. En fait, dit-il, sa voix calme mais ferme, ce n'est pas vrai. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Même les serveurs se figèrent. Ma mère cligna des yeux. « Papa, de quoi parles-tu » Grand-père Antoine tamponna les coins de sa bouche avec sa serviette. La maison ne va pas à Claire. Ni à Benoît, ni à leurs enfants. Claire rit nerveusement. Grand-père, que veux-tu dire ? Maman a déjà dit. Je sais ce qu'elle a dit, l'interrompit grand-père Antoine. Mais elle ne possède pas la maison. Silence. Je vis la réalisation ramper sur leur visage comme une ombre au ralenti. Papa, dit ma mère, de quoi parles-tu ? Bien sûr que nous. Tu ne la possèdes pas, répéta grand-père Antoine. Je la possède. Et il y a des mois, j'ai changé l'acte de fiducie. C'est alors qu'il me regarda. Pas subtilement, pas vaguement, directement. J'ai choisi Nicolas et Maxime comme héritiers. Les mots frappèrent la pièce comme un lustre qui tombe. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de choc de joie, juste le bruit de la fourchette de Claire qui s'écrasa sur son assiette et le verre de ma mère se resserrant dans sa main. Benoît fut le premier à parler. C'est ridicule, dit-il,
essayant de garder sa voix stable. Cette maison a toujours été destinée à Claire. Nous avons fait des plans. Nous avons discuté de rénovation. Grand-père Antoine haussa les épaules. Vous auriez dû vérifier les papiers. Ma mère se leva si vite que sa chaise racla le sol. Papa, c'est absurde. Nicolas ne vient même plus ici. Il est à peine impliqué dans les événements familiaux. C'est parce que tu l'as mis dehors, claqua grand-père Antoine. Et j'en ai assez de regarder ça se passer. Le visage de ma mère devint rouge. Nous ne l'avons pas mis dehors. Il s'est isolé. Je sentis quelque chose en moi se figer. Pendant des années, j'avais voulu me défendre. Voulu crier, pleurer, discuter, exiger mieux. Mais maintenant je n'en avais pas besoin. Grand-père Antoine le faisait pour moi. Non, dit-il. Tu l'as ignoré. Tu l'as rabaissé. Tu as oublié l'anniversaire de ton propre petit-fils. Tu as traité la famille de Claire comme des rois et traité Nicolas et Maxime comme des figurants. Claire intervint, sa voix aiguë. Oh, allons. Ce n'est pas juste. Nous avons essayé d'inclure Maxime et tout. Il était toujours silencieux. Il était silencieux, dis-je. Parce que chaque fois qu'il parlait, vous parliez plus fort. La mâchoire de Claire tomba. Excusez-moi. Tu m'as bien entendu. Benoît ricana. C'est enfantin. Nicolas, tu vas vraiment prendre la maison après tout ce que ta mère a fait pour la famille. Je me suis tourné pour le regarder pleinement. Qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? Il ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Rien n'en sortit. Ma mère essaya une approche différente. Nicolas, s'il te plaît, sois raisonnable. C'est une maison de famille. Les enfants de Claire ont besoin d'espace. Ils grandissent. Ils sont impliqués dans des activités, leur équipement. Je ris sous ma respiration. Voilà. Elle cligna des yeux. Quoi? Pas une seule fois, dis-je, vous êtes-vous demandé ce dont Maxime avait besoin? Un murmure parcourut la table. Ma mère se raidit. Il ne s'agit pas d'anniversaire ou d'événements scolaires. Il s'agit d'équité. C'est le cas, dis-je, pour la première fois. C'est le cas. Elle me regarda fixement, les yeux brillants d'un mélange d'incrédulité et d'insulte. Tu n'oserais pas garder la maison. Tu n'as pas l'argent pour l'entretenir. Oh, ne t'inquiète pas, dit grand-père Antoine, se penchant en arrière avec satisfaction. J'ai couvert 10 ans de taxes foncières dans un fonds. Cela devrait être amplement de temps pour que Nicolas décide s'il veut la garder ou la vendre. Claire fit un bruit entre un halètement et un couinement. La vendre? C'est exact. Grand-père Antoine me regarda, sa voix douce maintenant. Fais-en ce que tu veux. Et c'était tout. Le dîner se délitait instantanément. Les conversations s'éteignirent. Ma mère s'excusa pour prendre l'air, ce qui signifiait en réalité qu'elle sortait en furie. Claire chuchota avec colère à Benoît, qui lui fit signe des yeux de baisser la voix. Quelques proches marmonnèrent des choses comme « tant mieux pour lui » sous leur souffle. Maxime me tira la manche. « Papa, on peut sortir ?» Nous nous glissâmes sur la véranda arrière. L'air était plus frais maintenant, la lune projetant une lumière argentée sur le lac. Maxime s'appuya contre moi. « Est-ce que ça veut dire que nous avons une maison ?» Je posai ma main sur son épaule. « Oui, mon grand, ça veut dire ça. » Il leva les yeux vers moi. « Pourquoi grand-père Antoine ferait ça pour nous ?» Je souris. « Parce qu'il te voit. » Nous restâmes là un long moment, silencieux. À l'intérieur, les voix montaient en flèche. Accusation, démenti, le son d'un empire qui se fissure. Mais dehors, c'était paisible, honnête, réel. Finalement, grand-père Antoine sortit pour nous rejoindre. Il avait 2 parts de gâteau, une pour moi et une pour Maxime. « Je crois que ça s'est bien passé, dit-il. Je ris. « Tu appelles ça bien passé ?» Il cligna de l'œil. Mieux que l'alternative. Nous mangeâmes en silence, regardant l'eau onduler doucement. Quand Maxime partit faire des ricochets sur le rivage, grand-père Antoine se pencha vers moi. « Tu ne leur as rien pris, dit-il. Tu as juste enfin accepté ce qui était à toi.
J'ai dégluti difficilement. Merci. Il hocha la tête. Promets-moi juste une chose. Assure-toi que ce garçon grandisse en sachant qu'il mérite le monde, pas des miettes. Je hochai la tête. Je le ferai. Et je le pensais. À l'intérieur, le chaos continuait. Les voix montaient, les portes claquaient. Le récit du Pâques parfait s'était largement fissuré. Mais ici, sur le porche, avec le clair de lune et le calme, et mon fils riant alors qu'une pierre sautait 6 fois sur le lac. Je sentis quelque chose de profond et de stable en moi, quelque chose qui m'avait manqué pendant des années. Ma mère et ma sœur ont passé toute leur vie à construire une image parfaite. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste construit une vie qui valait la peine d'être vécue. Et quand la nuit prit enfin fin et que Maxime et moi sommes retournés à la voiture, je n'ai ressenti aucune culpabilité, aucun doute, aucune hésitation, juste de la clarté. Parce que pour la première fois, je n'étais pas le fils oublié. J'étais celui qui est parti avec l'héritage. Et alors que nous rentrions à la maison, les fenêtres entr'ouvertes, Maxime fredonnant doucement sur le siège passager, je réalisai quelque chose qui me frappa comme un rayon de vérité pure. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un. C'est de devenir tout ce qu'ils n'ont pas su voir.